Il est 18h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver et sur CNews et sur Europe 1. Vous connaissez l'émission par cœur, c'est votre Punchline Week-end, 1 heure pour débattre et décrypter les principales informations du jour. Elles sont nombreuses ce soir. À la une, l'Assemblée nationale rejette la taxe Zuckman. Nous retrouverons notre journaliste politique en direct de l'Assemblée nationale, Dounia Tangour, avec Olivier Gangloff. La Cour d'appel de Paris examinera le 10 novembre prochain la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy. On l'a appris cet après-midi. On reviendra sur la plainte également déposée par un collectif d'avocats à l'encontre de Gérald Darmanin. Il reproche tout simplement au garde des Sceaux d'avoir rendu visite à l'ex-président de la République à la prison de la Santé. Invité exceptionnel et grand témoin ce soir de Punchline, Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Il réagira évidemment. Et puis on évoquera également la situation au Soudan. C'est important de parler de la situation au Soudan. Dans la région du Darfour, des exécutions de masse ont été commises par des paramilitaires. Il y a un vrai risque de partition du pays. Michel Galli, géopolitologue, spécialiste de l'Afrique, sera avec nous ce soir dans Punchline. Voilà pour notre menu. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline. Thierry Cabane. Soyez les bienvenus à 18h tout pile sur Europe 1 et sur CNews. Et on commence comme d'habitude avant la présentation de notre équipe du soir par un tour d'horizon de l'information. L'Assemblée nationale, je vous le disais, rejette la taxe Zuckman. Elle prévoyait un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. 231 députés ont voté contre, 168 pour. L'Assemblée a également rejeté sa version dite light, portée par les socialistes qui proposaient un impôt minimum de 3% à partir de 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales. Une femme de 33 ans et un homme de 38 ans qui étaient portés disparus hier dans la Drôme ont été retrouvés morts. Leur voiture avait été emportée par la crue d'une rivière sur la commune de Nyons. L'un des corps a été retrouvé à 1,5 km de la carcasse de leur voiture, l'autre à environ 10 km. Et puis au Soudan, on en parlera dans cette émission, les paramilitaires des forces de soutien rapide annoncent l'arrestation de plusieurs de leurs combattants. Ils sont soupçonnés d'exactions dimanche lors de la prise d'El Fasher, la dernière grande ville du Darfour, qui échappait à leur contrôle. Marine Le Pen dénonce sur X une guerre dévastatrice qui a déjà fait plus de 150 000 morts. Elle appelle la diplomatie internationale à mettre fin à ces massacre. Et puis, l'aide internationale afflue ce vendredi vers les Caraïbes, dévastées par le passage de l'ouragan Melissa. Il a fait près de 50 morts en Haïti et en Jamaïque. Plus de 700 000 enfants ont été affectés. La France annonce l'envoi de kits de première nécessité ainsi que des unités de traitement de l'eau. Allez, Punchline Week-end, c'est parti. Présentation de notre équipe du soir. À mes côtés ce soir, Karima Brick, fidèle de cette émission. Bonsoir, ma chère Karima. Louis de Ragnel, spécialiste politique d'Europe 1. Soyez le bienvenu. Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion Étienne Marcel. Bonsoir, mon cher Bernard. Paul Amar, journaliste. C'est toujours un bonheur de vous avoir à nos côtés. Et je vous le disais, grand témoin ce soir. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Henri Guénaud. Bonsoir. Toujours un bonheur de vous avoir. Vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de Nicolas Sarkozy, on va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, la taxe Zuckman, etc. Et votre éclairage sera ô combien important. On va commencer, si vous le voulez bien, par prendre la direction de l'Assemblée nationale. Je vous le disais, l'Assemblée nationale a rejeté la taxe Zuckman. Elle prévoyait donc un impôt minimum de 2% sur les patrimoines des plus de 100 millions d'euros. On va retrouver Dounia Tangour et Charles Pousseau en direct de l'Assemblée. Une taxe Zuckman qui avait subi un petit régime pourtant, ma chère Dounia, c'est moins que l'on puisse dire, hein. Mais sans surprise, elle a été rejetée. Il fallait s'y attendre. Oui, Thierry, un régime qui n'aura pas suffi, mais Olivier Faure nous le disait dès ce matin, la taxe Zuckman n'allait pas passer, mais le chef de file du PS avait pour l'intention de remettre la justice fiscale au cœur du débat. Alors pari réussi ou non, il semblerait que même cette alternative light n'a pas suffi à convaincre. L'objectif, faire contribuer un peu plus les plus grandes fortunes de France, et ce n'a pas fonctionné. Du côté de la droite, Laurent Wauquiez, lui, a dénoncé la folie fiscale dans l'hémicycle
l'hémicycle. On a même parlé de mirage, d'illusion de la part de Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national qui nous le disait tout à l'heure. Alors la taxe Zucman, vous l'avez dit, a été rejetée. La France insoumise a directement réagi par la voix de Mathilde Panot et appelle déjà à la censure. Alors vous le voyez, on parlait d'un rapprochement entre Sébastien Lecornu et le Parti socialiste, un rapprochement qui aura finalement duré très peu de temps. Alors l'entourage du Premier ministre a mis en avant le fait qu'il ait saisi le Conseil d'État, mettant en avant une méconnaissance, je cite, du principe d'égalité devant les charges publiques. Voilà comment se défend entre guillemets le gouvernement pour expliquer le fait qu'il soit contre cette taxe Zucman. Alors selon nos informations, Sébastien Lecornu devrait revenir dans l'hémicycle pour expliquer les suites de ce débat, mais il semblerait que Sébastien Lecornu s'éloigne un peu du Parti socialiste. Merci Dunia Tangour. Vous êtes accompagné par Sacha Robin. Désolé, j'avais dit Charles Pousseau, mais c'est Sacha Robin. Évidemment, à gauche, on fait grise-mine. Je vous propose d'écouter une première réaction, celle de Clémentine Autain. Sur les bancs de la gauche, tout aura été essayé pour avoir une façon de prendre une contribution à ceux qui ont le plus, c'est-à-dire aux milliardaires, aux ultra-riches. Et rien n'aura été accepté du côté de feu le bloc central, en tout cas des droites. Et toutes les droites s'y sont mises. C'est important de noter que l'extrême droite a prêté main forte dans cette opération qui vise tout simplement à laisser faire la cessation des milliardaires aujourd'hui, ce séparatisme fiscal qui est insupportable. Henri Guénaud, je commence avec vous. Pourtant, Zucman, on l'a entendu partout. Déjà, à midi, on évoquait avec Dunia Tangour, c'était une taxe Zucman légèrement dégrossie, sans surprise en fait. Mais quel spectacle. Non, sans surprise. Il était assez évident qu'il n'aurait pas une majorité à l'Assemblée pour voter la taxe Zucman. Voilà. Qui plus est, cette taxe est quand même obérée par beaucoup d'inconvénients, beaucoup de défauts. Mais comme toujours, quand on décide de s'attaquer à la taxation du capital. Alors sur le papier, la taxation du capital, c'est très bien parce que l'idée c'est qu'on fait circuler le capital qui ne doit pas rester toujours entre les mêmes mains. Donc économiquement, ça se tient, mais dès qu'on passe à la pratique, on bute sur un certain nombre de problèmes. Le premier problème étant évidemment celui des biens professionnels. Si vous taxez le capital, que vous payez plus que ce que vous rapporte l'activité professionnelle, vous perdez petit à petit le contrôle de votre outil professionnel. Puis il y a un deuxième problème, c'est celui de l'évaluation du capital, c'est-à-dire que vaut le capital au moment où vous le taxez. Et si on voulait être très rigoureux, il faudrait taxer les plus-values, ce qu'on fait, on taxe les plus-values virtuelles, mais il faudrait aussi rembourser, faire des crédits d'impôt sur les moins-values virtuelles, puisque c'est le propre du capitalisme financier, qui est une nouveauté dans notre monde et qui est la cause principale de l'accroissement des inégalités. Donc il faut pas se cacher. C'est le capital financier, avec ses valorisations souvent absurdes, crée une impression de richesse très très grande. Mais c'est une richesse qui vous file entre les doigts. C'est-à-dire que avant, il était assez rare qu'une entreprise puisse être très très fortement valorisée avant qu'elle commence à produire des bénéfices. Aujourd'hui, c'est courant, et notamment pour certains types d'entreprises, et notamment dans les entreprises innovantes. Donc, si vous appliquez la taxation du capital, que ce soit par la taxe Zucman ou par n'importe quelle autre méthode de taxation, eh bien, vous allez taxer des gens qui n'ont pas de revenus et qui donc vont devoir abandonner une partie de leur capital et perdre la maîtrise de leur entreprise. Mais voilà, si on veut vraiment s'attaquer aux inégalités, il faut réglementer, réguler le capitalisme financier. Ça ne se fait pas à l'échelle d'un seul pays, mais je pense que c'est un enjeu très important parce qu'il est en train quand même de dévorer l'économie réelle. Paul, et toujours le même discours à gauche, faut taxer les plus riches parce qu'il n'y a pas de pédagogie. C'est les plus riches qui doivent payer. Pour reprendre le titre d'une célèbre émission politique, c'est l'heure de vérité. Olivier Faure a dit la taxe Zucman ou la censure. Ouais. La taxe est rejetée, même la light est rejetée, donc le Parti socialiste devra ou devrait voter la censure. Ce que je dis du Parti socialiste vaut aussi pour le gouvernement. Il l'avait dit, la réforme des retraites, c'est la mère de toutes les réformes, et ils l'ont suspendu. Donc de reniement en reniement, les partis politiques finissent par perdre toute crédibilité et devraient revenir à une posture de sincérité, ne serait-ce que vis-à-vis des Français. C'est d'ailleurs assez incompréhensible. Voilà des députés qui, tous les week-ends,
rentrent dans leur circonscription. Ils écoutent leurs électeurs qui sont angoissés et qui sont surtout impatients, qui voudraient retrouver un peu de stabilité. Donc la logique, je dis bien le bon sens, mais qui ne rime pas souvent avec politique, voudrait que ces députés sortent de ce théâtre d'ombre qui nous ont offert, on ne sait plus qui dit quoi, qui fait quoi, qui joue à quoi, sortir de ce théâtre d'ombre et revenir au réel. Et le réel suppose aujourd'hui, au moment où la taxe est rejetée, une clarification. Alors c'est évidemment le chef de l'État qui décidera s'il devait y avoir censure, s'il devait y avoir dissolution. Moi je pense que le chef de l'État doit revenir au nom des fondamentaux de la 5e, doit revenir à ses fondamentaux. S'il y a dissolution, il devrait y avoir d'abord élection présidentielle avant une élection législative, parce que si on dissout, et s'il y a à nouveau des élections législatives, si on entre à nouveau dans cet état de flottement avec aucune majorité, on risque à nouveau de perdre 2 ans. Et 2 ans, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Oui, vous êtes d'accord avec cette lecture ? Oui, bien sûr. Non, ce que je trouve consternant, c'est que le Premier ministre est laissé enfermé dans une posture où les débats sont forcément binaires. C'est-à-dire que vous êtes pour ou contre les milliardaires. C'est absolument pas le débat de la construction d'un budget. Vous êtes pour ou contre les retraités. C'est absolument pas le sujet du projet de loi de finances de sécurité sociale. Et en fait, on se laisse tous enfermer dans une espèce de matrice idéologique dans laquelle faut faire des choix entre deux options. Mais en réalité, il y en a plein d'autres. C'est simplement le schéma de philosophie politique qui conduit à avoir ces débats-là, qui est pour moi complètement faux, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir la partie des dépenses, puisque là on est en train d'examiner les recettes, ensuite c'est les dépenses, et je pense que le b.a.-ba, il faudrait commencer déjà par réduire très fortement les dépenses sociales. Il y a un certain nombre plein de dépenses qu'on peut réduire, et ensuite en fonction des économies qu'on dégage, on regardera s'il faut faire des taxes et où est-ce qu'il faut aller les chercher. Le problème, c'est que là tous les débats sont mus simplement par une approche qui est idéologique, qui est absolument pas économique. C'est pour ça qu'on va dans le mur. Et on a bien compris, évidemment, quand on écoute Madame Panot ou Madame Autain. On marque une première pause sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de Nicolas Sarkozy. On a appris que la Cour d'appel examinera le 10 novembre la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy. On y reviendra avec vous, Henri Guénaud. On a beaucoup de sujets. On parlera des accords de 68 aussi. Et oui, il s'est passé des choses hier. On en parlera. Est-ce que ça va servir ou pas à quelque chose ? C'est les débats. Mais à tout de suite, restez avec nous. Vous êtes fous. Vous trouvez ça génial. 18h15, prenez place. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Et ils sont très actifs, nos invités du soir. Ils font même les débats pendant les pauses pubs, je vous assure. Vraiment. Dès qu'il y a Henri Guénaud, ça s'arrête jamais. Henri Guénaud est un grand témoin ce soir, évidemment. Ça débat pendant les pauses pubs. Karim Abouik est avec nous. Louis de Ragnel, évidemment, est avec nous. Vous avez reconnu sa voix. Bernard Cohen-Haddad et Paul Amar. On revient peut-être sur l'information du soir. C'est pas un scoop, le rejet de la taxe Zuckman. Vous souhaitiez réagir ou amender ou je sais pas sur les propos tenus par notre ami Louis de Ragnel, mon cher Henri Guénaud. Ce que vient de dire Louis de Ragnel, c'est-à-dire que bien sûr il y a l'approche idéologique de la gauche, c'est une approche de lutte des classes classique. C'est salaud de riche. Bon. Ouais, et puis il y a aussi, mais il n'y a pas que. De l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, c'est salaud de pauvre. Bon. Donc on va faire des économies. Vous allez voir sur l'aide sociale, sur bon. Et puis au centre, alors c'est au fond, il faut faire les poches de tout le monde. Voilà. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on arrive évidemment à aucune vision. D'abord, à aucune vision cohérente de la politique économique. Deuxièmement, on détruit l'idée de nation parce qu'on dresse les gens les uns contre les autres, tous, puisque personne ne veut payer, et c'est compréhensible, pour les uns parce qu'ils peuvent partir amener leur fortune à l'étranger, les autres parce que, et puis payent déjà, enfin les entreprises payent déjà beaucoup, et les particuliers parce qu'ils ils trouvent que depuis des décennies, ils payent de plus en plus, et ils n'arrivent plus à finir les fins de mois, et donc quand on leur dit qu'il faut payer, ils disent non, le voisin oui, mais pas moi. Ouais. Donc là, on dresse toutes les catégories les unes contre les autres, on a même réussi à dresser les classes d'âge les unes contre les autres. Voilà, donc on ne peut pas s'en sortir comme ça. On s'en sortira pas avec salaud de riches et salaud de pauvres. Et maintenant ? Et ça, c'est le spectacle. Ouais. Et maintenant ? Maintenant, il faut attendre. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Amar sur ce sujet. Je pense qu'il faut attendre, au point où on en est, il faut attendre les échéances présidentielles et législatives. Enfin, parce que si on le fait avant, la dissolution ne résoudra rien. Voilà. Et si le président démissionne, on affaiblit terriblement la fonction présidentielle, on fait une élection en un mois, donc en réalité en pratique même pas 3 semaines de débat, ça c'est la pire des choses. On a déjà raté le rendez-vous démocratique de 2017, celui de 2022,
y compris les législatives, ça en fait 3, plus celui de 2024, ça en fait 4. Si on rate encore la prochaine élection présidentielle, le prochain rendez-vous démocratique, alors l'issue ne sera plus dans les urnes. Croyez-moi, l'issue, elle se trouvera en dehors des urnes. Et cher Henri Guénaud, c'est justement pour éviter ce désordre-là qu'il faudrait anticiper. La fonction présidentielle est déjà considérablement abîmée. Ouais. Bernard Conadal. Sur l'économie, on a quand même un pays qui est difficile à vivre, qui est difficile à travailler. Vous l'avez dit, Henri Guénaud, et il y a une réalité quand même. Dans tous les sondages que l'on voit, les Français considèrent qu'ils ont besoin d'une plus grande justice sociale et fiscale. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité. Il y a une attente de cela. Et paradoxalement, il y a un accroissement d'un certain nombre d'inégalités. Mais ce qui est très grave, mon cher Thierry Cabane, c'est que ce n'est pas avec des symboles comme la taxe Zuckman, qui reste quand même une taxe, je le disais, de Merlin l'Enchanteur, avec de la poudre de perlimpinpin. C'est pas avec ce type de remède qu'on redresse notre économie, qu'on réduit la dépense publique et qu'on recrée tout simplement de la richesse et de la dynamique dans les entreprises. C'est pas comme ça. C'est justement le contraire, en allégeant les charges sur l'Internet, en encourageant les investisseurs pour qu'ils viennent investir sur nous. On l'a vu avec l'amas de capitaux qu'on a connu avec le Brexit, puisque l'ensemble des capitaux qui allaient à Londres sont revenus en France, mais aujourd'hui ont tendance à partir ailleurs, y compris dans des pays européens, d'alléger les charges. Ce n'est pas en taxant la transmission du patrimoine qu'on fera en sorte que les entrepreneurs créent de la richesse en France. Parce qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas bunkérisé. Vous l'avez bien dit, Henri Guénaud, l'argent, il va partout et il va où il est le plus rentable pour lui.